Donc c'est une tribune nationale que nous avons là, qui doit répondre à cette question-là, parce que les opportunités sont quand même devant nous. Donc je vais te donner la parole, Aline. Tu es directrice de la région rurale du Plateau, donc Saint-Jean-de-Cocagne, et tu es adhérente à Chantier École. Alors, je crois que tu es assise à côté d'Alexandre. On va à droite de la porte. Tu travailles aussi avec Défi 21, dont le directeur est David Doriot, président de Chantier École. Qu'on excuse aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas aller dans nos possessions, dans nos possessions outre-mer, et en même temps, voilà, ici jusqu'à La Rochelle. Qu'est-ce que vous fabriquez ensemble, puisque François Ronceau nous dit qu'il y a une coopération qui existe, des savoir-faire qui existent sur le territoire. Qu'est-ce que vous fabriquez ensemble, justement, sur les enjeux de transition avec David? Je dois avoir un micro. Allez. Merci. Donc effectivement, la régie rurale, la structure que je dirige est Défi 2152, donc la structure de David Doriot. On travaille ensemble depuis pas mal de temps. Nos deux structures ont quasiment une trentaine d'années. On est implanté en Haute-Marne, dans le Grand Est. C'est un territoire rural, peu densément peuplé, qui est confronté à une situation de déclin assez fort, de déclin démographique, économique et social depuis pas mal de temps. Et dans les années 90, donc des citoyens et des acteurs associatifs décident de lancer ces associations, donc deux associations distinctes. L'une très tournée chantier-école, donc celle de David Doriot, et la nôtre très tournée réseau Cocagne. Alors la mienne, la régie rurale, c'est une association qui, dès le début dans ses statuts, a souhaité répondre à un triple objectif. Dans nos statuts, nous avons l'insertion sociale et professionnelle depuis le temps de difficulté, nous avons le développement économique et social d'un territoire en situation de déclin, et nous avons la promotion et la mise en œuvre d'actions de préservation de l'environnement. Voilà. Donc on est vraiment sur un triple objectif, social, territorial et environnemental dès le début de la structure. Donc la transition écologique et sociale, voilà, vous l'avez compris, c'est dans l'ADN de ma structure, comme dans l'ADN de beaucoup de structures du réseau. On a trois activités. Une activité d'entretien de l'environnement et de fabrication de bois de bûche, une activité de maraîchage biologique, et puis une activité de restauration de patrimoine, mais de patrimoine en pierre sèche. Voilà. Alors, avec Défi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une organisation pour coopérer sur plusieurs activités. Ça a commencé avec une structure qu'on a créée qui s'appelle La Gare, groupement des acteurs ruraux en éco-activité, Gare, qui nous a permis de travailler ensemble, alors plutôt des structures locales, de petites entités, mais on a travaillé ensemble pour capter des projets de plus grande ampleur. Par exemple, sur le zéro phyto. Voilà. Nous, notre pôle environnement, depuis 30 ans, il fait du zéro phyto. Voilà. On n'a pas attendu que ce soit interdit par la loi pour le faire. Et par contre, ce qu'on a proposé quand la loi est venue interdire les produits phyto dans l'entretien des communes, c'est qu'ensemble, à plusieurs, avec nous, une OI et puis d'autres acteurs associatifs, on a lancé une offre d'accompagnement des collectivités pour aller vraiment sur une vraie gestion différenciée de leur espace, sur une gestion écologique de leurs espaces. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, ces coopérations, elles mènent à tout un tas d'autres coopérations. Parce qu'on travaille ensemble, on fait des choses ensemble, on se rejoint sur certains sujets. Et donc, les autres sujets qui nous ont réunis, c'est la mobilité. Avec la mise en place, là, le mois dernier, nous avons inauguré une plateforme de mobilité inclusive portée par Défi, mais avec les autres acteurs du bassin, pour pouvoir développer toute une série d'actions sur la mobilité. Sur l'alimentation, nos deux structures travaillent sur l'alimentation. On n'a pas encore véritablement créé de passerelle entre nos deux structures là-dessus, mais pourquoi pas demain imaginer des choses. Sa structure est davantage implantée en milieu urbain, sur le Grand Dijon. Nous, on est vraiment sur le milieu rural. Pourquoi pas créer des passerelles? Comment? Voilà, tout ça, c'est à mettre en place. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir que
Pendant longtemps, peut-être, nous, dans ma structure, on travaillait un peu tout seul. Et on avait un impact, on était dans la transition écologique et sociale. Aujourd'hui, beaucoup le font. On n'est plus très innovant. Par contre, peut-être qu'on arrive à continuer de développer notre impact écologique et social en s'organisant entre nous, en plusieurs unités, sur des sujets qui nous concernent et qui nous animent, quoi. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Un autre exemple sur la précarité énergétique, qui est aussi un sujet de la transition écologique et sociale, où là, nos deux structures sont en train de développer parallèlement, mais finalement on se rejoindra, des actions de gestion écologique du milieu forestier et de toute la filière aussi bois de chauffage, qui permettent de chauffer bien des maisons, notamment des foyers modestes sur nos territoires. Merci beaucoup, Aline. Voilà un exemple concret de travail entre structures de l'IAE sur un territoire. Et vous êtes double affilié, en fait, hein, vous êtes chantier école et réseau local, d'où l'intérêt de... Vous aviez fait un événement, je crois, le 24 novembre dernier, il me semble, à Langres. Alors, c'était effectivement la journée de coopération sur la mobilité inclusive. Avec tous les réseaux qui étaient associés, présents sur cette journée. C'est la preuve vivante qu'on peut fabriquer des territoires de transition à plusieurs structures de différents réseaux en trouvant des complémentarités et des coopérations. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre Wolf, directeur de chantier école? Nos différents réseaux pour pouvoir faire profiter chacun d'entre vous. Excusez-moi, je reviens du chaud, j'ai bien un peu froid. C'est la place en fait. Depuis 2 jours. Il doit y avoir du poivre ou des choses comme ça. C'est ça. Mais, la personne qui était assise là, déjà. Je reviens de 2 semaines de déplacement dans les îles de l'océan Indien, donc j'ai eu un petit peu de frais en arrivant à l'aéroport. Personne ne va te plaindre, Alexandre. Personne ne va te plaindre. Tu te provoques raillerie et agressivité. Mais justement, je vais profiter pour parler parce que c'est un sujet qu'on veut aussi partager. Alors j'ai préparé un tout petit diaporama, je ne sais pas s'il peut être diffusé, simplement pour vous montrer quelques exemples. La première diapo, c'était pour vous montrer un petit excès de la charte du réseau chantier école qui a quelques années, et je vous amènerai juste à dire l'avant-dernier point de cette partie de la charte sur les territoires, et vous aurez vite compris que la question de la transition écologique est évidemment déjà dans la DM du réseau depuis longtemps, puisqu'on parle de production de richesse, mais pas uniquement économique, puisqu'on parle de culture, de qualité de l'habitat, de bonne santé, etc. C'est un sujet qui pour nous est évidemment central. La diapo suivante, c'est simplement pour vous exposer quelques enjeux, alors qui ne sont pas limitatifs, de ce que nous on voit à travers cette question de transition écologique et comment on s'en saisit en tout cas au niveau de notre réseau de 700 adhérents. Alors évidemment j'ai mis en premier, puisque c'est notre réseau chantier école, on est l'ADN, la question de parcours et de formation, comment on va aussi se saisir de ces sujets-là pour amener, je crois que ça a été dit plusieurs fois, d'ailleurs une formation, le travail aussi, comment on se saisit de ces sujets-là pour amener des personnes vers un parcours qui pourrait les amener vers des métiers futurs. On en parlera tout à l'heure, mais on développe beaucoup, Aline l'a dit, de travaux et en tout cas d'accompagnement structure sur la dimension mobilité, notamment le vélo. On voit qu'il y a des métiers qui arrivent, en tout cas qui recrutent sur la dimension vélo, donc on trouve que nous c'est intéressant sans faire de jeu de mots, de donner les clés aux adhérents sur ces questions de mobilité et qu'ils puissent s'en saisir, notamment pour des questions de capacité d'aller travailler, tu l'as dit tout à l'heure Solène, de capacité d'aménager aussi l'environnement. On parlait de pistes cyclables, on était à La Réunion il y a quelques jours, et je sais que les adhérents de La Réunion, certains sont présents, qui travaillent aussi à aménager des pistes cyclables pour que tout à chacun puisse utiliser le vélo, et si vous connaissez un peu l'outre-mer, les questions de mobilité sont plus que prégnantes. Donc voilà, quelques éléments d'enjeux qu'on a nous évidemment listés, et juste sur les quelques enjeux à la fin de cette diapo, il y a aussi effectivement un enjeu d'implication, d'engagement. Je crois que ça a été dit par les Anges Gardins tout à l'heure, des personnes, comment elles se saisissent de ces sujets-là pour leur propre pouvoir de vivre, pour leur propre façon de pouvoir ensuite s'impliquer aussi dans leur vie personnelle et avoir de l'impact. Ça peut avoir de l'impact pour sa vie personnelle, mais aussi l'impact des structures, et sans être trop long, juste pour vous illustrer, mais vous verrez que les territoires ultramarins, ce n'est pas que des cocotiers et des plages de sable blanc. Si on peut passer la diapo suivante, avec un exemple à Mayotte.
où on était il y a quelques jours, où on a un impact. Alors, les anges gardiens disaient qu'il y a trop d'eau dans le Nord, ben à Mayotte, il n'y en a plus. Voilà, donc il faut peut-être réussir à en amener, mais c'est ce qui est difficile. Et pour en amener aujourd'hui, la seule solution, parce que Julien m'a demandé d'être sur l'exemple, donc j'essaie de citer des exemples un peu parlants. Pour amener de l'eau à Mayotte aujourd'hui, c'est des bateaux qui ramènent des bouteilles d'eau. Sauf qu'une fois que les bouteilles sont vides, c'est pas du verre, c'est du plastique. On ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, la culture mahoraise fait que la gestion des déchets n'est pas encore quelque chose qui est bien implanté, et donc les gens jettent les bouteilles, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Il n'y a pas de filière pour les recycler, il n'y a pas de filière pour les retraiter. Ne serait-ce que les récolter. Donc on est en train de travailler avec les partenaires locaux, et notamment les structures d'insertion, à essayer de faire émerger. Ça c'est très concret, et le changement climatique est très flagrant en Mayotte, pour essayer de faire émerger une filière, ou en tout cas une activité qui permettrait déjà de ramasser les bouteilles, parce que là vous avez des milieux urbains, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller dans les milieux plus naturels. Vous avez une petite photo d'une forêt en bord de mer où c'est jonché de bouteilles, et on a des adhérents du réseau qui sont justement en train de travailler à ces sujets-là pour un minima déjà extraire les bouteilles et tout le plastique des mangroves, et ensuite on va essayer de trouver une solution pour limiter la pollution. Et c'est pas simple sur une toute petite île où vous savez pertinemment les enjeux sont gigantesques. Petit exemple sur une pirogue traditionnelle, puisqu'il y a un projet aussi de mémoire avec des apprentis d'Auteuil sur place pour essayer de remettre en place une filière de fabrication de pirogues traditionnelles, puisque Mayotte a un lagon magnifique et qu'il y a aussi la capacité d'avoir un tourisme entre guillemets durable autour de ces questions de biodiversité qui pourraient être amenées en tout cas de manière douce avec des bateaux de ce type-là plutôt que des bateaux à moteur, et c'est pas le souhait en tout cas du territoire, mais les enjeux sont importants. Et la dernière diapo sur la Réunion, ça parlera, enfin les deux dernières diapos sur la Réunion, ça vous parlera, parce que ce sont notamment des chantiers de maraîchage avec un adhérent du réseau Cocagne qui travaille effectivement sur cette question-là, et vous voyez toute l'ampleur de... on était à Mayotte où il n'y a quasiment pas de ressources vivrières, la Réunion c'est autre chose, mais il y a un enjeu aussi de l'indépendance, ou d'une certaine indépendance alimentaire aussi sur ces territoires-là. Malgré tout, il y a énormément d'importations, et vos adhérents, mes adhérents, ils travaillent évidemment pour essayer d'avoir des circuits courts, des circuits dans les îles elles-mêmes, mais c'est valable dans n'importe quel territoire. Il me parlait des territoires ruraux, comment on fait alliance, comment on travaille ensemble pour que les choses se passent de manière les moins polluantes possibles et les plus douces possibles. Donc essayer de diversifier aussi, en tout cas à La Réunion, qui est une île un peu plus grande, des capacités d'alimenter les bassins de vie de produits bio, et pas de les faire au pire venir de l'extérieur, ou au moins pire de l'autre bout de l'île, puisque le maillage n'est pas forcément évident. Et puis la dernière diapo qu'on voulait aussi vous partager, c'était justement sur les questions de mobilité. Et là, sur un chantier d'insertion de vélo d'un adhérent, double adhérent d'ailleurs, chantier École Cocagne, qui travaille sur ces questions de mobilité. Ça va de la fabrication, la réparation de vélos, jusqu'à l'aménagement urbain, jusqu'à équiper aussi des entreprises ou des associations pour la livraison. Vous voyez des panneaux solaires sur les vélos. Enfin, il y a un travail qui est assez important. Et nous, pour conclure là-dessus, au niveau du réseau Chantier École, c'est des sujets dont on parle. On n'est pas comme Cocagne, un réseau d'expertise sur un métier, sur un support d'activité, sur une filière. On a bon nombre de filières dans le réseau, mais on a trouvé, et disons-le, le LDI a été aussi l'occasion de doter les moyens, de pouvoir identifier quelques filières autour de la transition écologique et solidaire pour pouvoir accompagner nos adhérents. Donc on a fait le choix de travailler sur la mobilité, sur l'alimentation durable en lien fort avec Cocagne, et on a des travaux en partage sur la question de l'économie circulaire. Voilà, 3-4 filières qu'on a identifiées, il y en a certainement beaucoup d'autres. Beaucoup de nos adhérents travaillent, Aline l'a dit aussi, sur la dimension gestion écologique des espaces, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient urbanisés. Et ça depuis toujours. Et effectivement, je pense que la transition écologique, on l'a en partie inventée. Je me vois dans le bureau du sous-préfet à Mayotte me dire, mais quand même, on ne peut pas me dire que
vous êtes en capacité de travailler sur des questions de transition écologique. C'est pas ce qu'on vous demande, donc j'ai dû le rappeler, c'est pour ça que j'avais intitulé mon intervention transition écologique et ACI, une évidence. Alors j'avais mis un point d'interrogation, je l'ai enlevé, parce que finalement c'est une évidence, parce que le sous-préfet n'était pas du tout là-dessus, on a dû expliquer que l'économie circulaire, c'était lui qui l'avait inventé, que la dimension de gestion écologique des espaces, c'était nous qui l'avons inventé, même si aujourd'hui le marché s'en est saisi, alors bien ou pas bien, c'est pas la question, et qu'à vouloir à chaque fois nous faire innover, peut-être un bout de notre âme, sachant que les innovations qu'on a apportées sont toujours bien présentes aujourd'hui. Donc c'est une évidence pour nous, mais pas pour tout le monde, et je voulais juste finir par un message politique. J'ai plus beaucoup de mots. Juste finir sur un message politique. On travaille avec Local, on a un gros sujet sur la table pour essayer d'aller chercher des financements. Alors vous pouvez les capter de votre côté, mais au niveau national c'est plus compliqué. Avec l'ensemble des ministères, et notamment liés à la transition écologique. Alors l'agriculture avec Local, ça peut être le ministère de l'Environnement, ça peut être d'autres ministères, sur la mobilité, parce qu'on voit aujourd'hui, et c'est le dernier sujet que je voudrais vous partager, que les budgets du ministère du Travail ne vont pas durablement augmenter, en tout cas ils vont augmenter de manière stagnante, je ne sais pas comment on peut dire ça, en tout cas une courbe plate, voilà, c'est ce qu'on nous annonce. On a besoin de vous aussi sur les territoires pour faire passer le message que c'est l'IAE et l'IAE dans la transition écologique, c'est le sujet de tout le monde et qu'il faut que les élus, notamment les parlementaires, l'entendent, qu'on puisse aussi peser pour avoir des financements au niveau national, au niveau local, de l'ensemble des ministères, parce que l'IAE et la transition écologique, pour nous, ils ne font qu'un. C'est que si le ministère du Travail n'arrive pas à avoir un budget, on va dire, avec une croissance externe, on n'arrivera pas à porter tous les projets, les autres projets que vous avez. Le dernier sujet, on a des amendements sur la table avec le PLF 2024 sur le budget. On considère insuffisant. On compte aussi sur vous pour, je vais dire, bouger les sénateurs, puisque ça passe au Sénat, pour que nos amendements puissent passer. Sinon, on aura des difficultés effectivement à pouvoir soutenir tous les projets. Je pense que c'est important qu'on puisse le partager ici aussi. Merci Alexandre. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour arriver juste ici. Et tu me dis souvent, moi je suis en IAE un peu augmenté, c'est-à-dire je fais l'IAE, mais je suis bien au-delà de l'IAE. Alors ça veut dire quoi du point de vue de ces sujets de transition? Merci pour cette invitation au réseau Bocagne. Alors, est-ce que là c'est bon? Donc, alors oui, effectivement, à Samson, on porte un projet qui s'inscrit effectivement dans le sujet, dans le thème de la journée. J'en parlerai peut-être un petit peu après. Comme je l'avais dit un peu pour la présentation, je pense qu'il est important de recontextualiser le processus qui a conduit les adhérents du mouvement des régies, anciennement le CNLRQ, à de plus en plus s'approprier la question de la transition écologique et solidaire de manière à le décliner sur leur territoire, dans leurs actions, en partie sur des dispositifs ACI, mais dans la majorité hors dispositif ACI, en partie seul et dans la majorité des cas avec les autres. Pour revenir un petit peu alors la question augmentée, en fait, elle est liée au projet politique des régies. Pour avoir le label Régie de quartier, c'est un long processus. Et à l'issue de ce processus, on obtient un label. Et associé à ce label, il y a une charte qui doit être respectée et qui repose sur un certain nombre d'éléments. Mais parmi ces éléments, il y a la question de la participation des habitants. Il y a la question de travailler le sujet du pouvoir d'agir des habitants de manière à ce qu'ils s'impliquent dans la vie locale, dans leur quartier, et qu'ils comprennent les enjeux auxquels ils sont confrontés et qui leur font subir des vulnérabilités, de la stigmatisation, et qu'ils puissent avoir les outils et la capacité collectivement, voire des actions individuelles dans d'autres structures, à reprendre le pouvoir en fait. Donc on a bien un sujet politique. Et compte tenu que
sociétalement le sujet de la transition écologique, mais sous par le prisme des vulnérabilités auxquelles sont confrontés les habitants des territoires sur lesquels on intervient, de fait, le réseau s'en est emparé de manière progressive, au travers de petites actions au départ, depuis largement plus d'une quinzaine d'années, puisque bien évidemment, au début, dans les quartiers d'habitat sociaux, on était un peu assigné à des missions de nettoyage des parties communes, répurgation, c'est les poubelles, l'entretien des espaces collectifs et les métiers du bâtiment. C'est-à-dire, on enfermait nos habitants dans leurs activités sur leur territoire qui lui-même était confronté à des problématiques, ce qui nourrissait une spirale de stigmatisation. Et en même temps, nos habitants subissent depuis longtemps de grosses difficultés, de grosses conséquences liées à de nombreux sujets qu'on englobe aujourd'hui là dans la grande famille de la transition écologique, c'est-à-dire la nourriture, donc les vulnérabilités liées à la santé, toutes les vulnérabilités sur les pollutions qui faisait référence tout à l'heure Julien dans le nord de Paris, la précarité énergétique, et puis depuis peu on se rend compte que vivre dans un environnement minéral par l'augmentation des chaleurs qui arrivent, c'est vivre dans un univers carcéral quasiment, parce qu'enfermé chez soi dans le noir, dans la chaleur, avec le bruit qu'il y a dehors et ne pouvant pas sortir, il y a, on va dire, des déséquilibres en matière d'accès à la nature et la capacité d'aller se rafraîchir, si je précise, enfin, c'est pour un peu simplifier les choses. Donc tous ces éléments montant, on va dire, sur les constats que nous faisons sur le territoire, progressivement, politiquement, les structures s'en sont emparées et ça a donné lieu, effectivement, dans un premier temps, beaucoup à la mise en place de jardins de pieds d'immeubles, à la fois sur la dimension micro-autoproduction, végétalisation et lien social, pour progressivement donner lieu à de nombreuses autres actions, encore une fois, dans et hors ACI, et surtout avec beaucoup de coopération. Donc, sur la question alimentaire, il y a des régies de quartier et de territoire. Maintenant, il y a des régies de territoire qui font de la production alimentaire. Mais quand on fait de la production alimentaire, et c'est notre cas à Vierzon, on a deux visions complémentaires, en fait, sur notre chantier d'insertion maraîchage bio. C'est-à-dire, le premier, c'est l'accessibilité. Vierzon, c'est le territoire le plus pauvre de la région centre, mais depuis toujours, enfin, peut-être pas toujours, mais depuis l'effondrement de la filière industrielle. Ça a commencé à la moitié des années 70, pour donner le coup de grâce au début des années 90. Donc on connaît toutes les vulnérabilités par cœur. Et donc, pour nous, la question de l'accessibilité à une alimentation de qualité, c'est absolument déterminant, mais ça rejoint ce qui était dit au début, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la leçon aux habitants, leur dire qu'il faut manger bio s'ils ne peuvent pas s'acheter bio, en fait. Donc, il faut effectivement trouver les moyens, seuls, mais avec les partenaires de notre territoire, pour construire une offre et des modalités d'accès. Sur les injonctions aux politiques publiques, des politiques publiques par rapport à des sujets qui touchent la transition écologique, moi je pense tout de suite à la question des déchets. Aujourd'hui, on va arriver à l'obligation de trier dans une nouvelle poubelle, qui est la poubelle des biodéchets. Il y a un enjeu à faire comprendre à nos habitants pour qu'ils s'y conforment, s'ils le souhaitent. Pourquoi en fait? Donc en fait, tout au long de ce processus de développement d'activités qui sont liées à la transition écologique et solidaire, pour nous, l'enjeu premier, c'est l'accompagnement des habitants qui sont aussi nos salariés et nos salariés qui sont aussi des habitants à la compréhension de ces enjeux, de manière à ce que ces sujets, ils puissent se les approprier, s'ils le souhaitent, bien évidemment, et de transformer en actes du quotidien, mais surtout en participation à la vie citoyenne, en augmentant les actions, mais surtout en prenant leur carte d'électeur et en allant voter. En fait, c'est bien ça le sujet. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Puisque tous autant qu'on est aujourd'hui, je pense qu'on est un peu convaincus de la nécessité de porter ici la production maraîchère bio. Au-delà du volet économique, je pense vraiment qu'il y a aussi
on va dire, des convictions derrière tout ça, mais c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que si on reste entre convaincus, on ne va pas changer d'échelle. Et notre sujet, c'est de changer d'échelle. Et pour changer d'échelle, nous, on se donne, on va dire, à notre petit niveau, avec nos 140 implantations, on n'est plus aux 140, on est désolé, même si certains s'appellent régie alors qu'ils n'adhèrent pas, il pourrait y avoir une triple adhésion. Donc, non, il y a un processus de labellisation qui est très long avant, en fait, excessivement exigeant aussi. Je pense que ça ne posera pas de problème. Le sujet, effectivement, c'est nous, l'action des bénévoles associatifs avec les salariés qui sont aussi des salariés militants, comme chez vous, j'imagine aussi, eh bien, c'est de contribuer au changement d'échelle sur des sujets majeurs qui sont les nôtres, sur nos territoires. Et pour ça, et je vais finir là-dessus, je vais aller un petit peu dans tous les sens, je suis désolé Julien, ça ne répondait pas forcément à ta question, moi c'est ce qui me semblait important de dire par rapport au réseau. Non, mais aujourd'hui, les grands enjeux sociétaux, les lois qui les accompagnent et les documents de mise en œuvre de ces lois qui les accompagnent sont une véritable opportunité pour nous. C'est-à-dire que lorsqu'on fait, nous, en tant que régie de quartier, que du nettoyage des parties communes et des poubelles, en fait, on est interchangeable, on est totalement interchangeable. Alors que lorsque, effectivement, on s'engage sur des sujets tels que les biodéchets, l'alimentation durable, tout ce qui est économie circulaire et autres, on a un très grand intérêt à faire ça en coopération sur les territoires avec les autres acteurs, centres sociaux, autres structures d'insertion, entreprises du champ concurrentiel qui certaines sont effectivement très chouettes, ils ont des super dirigeants et des super salariés, mais aussi nos collectivités qui aujourd'hui sont coincées avec la loi AGEC, sont coincées par les déclinaisons territoriales des STRADET, des SCOT et des PLUI qui impactent fortement les sujets sur lesquels on travaille, et je ne doute pas que beaucoup d'entre vous sont mobilisés sur des PAT et autres dispositifs locaux qui nous donnent toute notre légitimité à agir dans ces champs avec et pour les habitants, pour nous en tout cas. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Julien, effectivement, sujet assez intéressant et bon, du coup, on va faire un petit pas de côté par rapport effectivement au maraîchage pour aller côté un peu réemploi. Peut-être très rapidement pour ceux qui n'auraient pas en tête, Coras, on est une autre fédération de l'IAE, on est au sein du collectif IAE avec tous ces messieurs. Malheureusement que des messieurs là. Donc nous on est généralistes, on a à peu près 600 structures en tout, dont une majorité d'associations intermédiaires, on a quand même 150 chantiers, des huiles, du TT. Et alors le sujet que t'évoques Julien, parce qu'on a discuté, on trouvait que c'était un sujet qui pouvait être intéressant pour donner aussi un peu à voir ce qui va se passer dans un autre secteur de la transition écologique, et qui, je crois, est assez symptomatique de ce qui peut arriver quand on a voilà, le secteur, comme tu disais, concurrentiel qui arrive sur nos activités. Effectivement, dans le titre de la table ronde, un des sujets, tu parlais, je crois, de promotion du modèle, défense du modèle, et Dominique parlait aussi assez largement de l'histoire, le poids de l'histoire aussi de ces structures. Et je crois que c'est assez important de revenir dessus rapidement, parce que ça a quand même été assez largement fait, pour comprendre pourquoi est-ce qu'avec 5 autres réseaux, nous pas compris du coup, on est arrivé à cette union pour le remploi solidaire, donc les 5 réseaux en question pour les mentionner. Catherine qui est juste là pour le réseau national des recycleurs ressources série. On a envie que tu as déjà un peu évoqué sur tout ce qui va être électroménager, ESS France, le recyclage, et puis Emmaüs, que vous connaissez a priori tous. Donc le constat qu'on a dressé, c'est effectivement, en fait, on est sur des activités historiques, globalement, de l'IAE. Dominique faisait un live ce matin, je ne vais pas le refaire, hein, mais le réemploi, en fait, on l'a inventé, les paniers solidaires, vous l'avez inventé. Grosso modo, on a quand même été à l'initiative d'un certain nombre de choses au niveau de la transition écologique, sans vraiment savoir que c'était ça à l'époque, puisque quand Emmaüs a commencé en récupérant les déchets pour essayer de les réemployer, etc., ils n'avaient pas forcément en tête encore aujourd'hui tous ces échanges-là. On n'était pas à la COP 28 à Dubaï.
Donc on le faisait un peu sans s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il est importantissime de se redire ça et aussi de le redire aux autres. C'est-à-dire que on a des acteurs qui arrivent en nous demandant effectivement ce que tu disais un peu, Alexandre. Hein. Mais du coup, vous connaissez un peu le sujet ou ouais, on a créé quoi. Donc il faut se le redire, notamment vis-à-vis du secteur concurrentiel marché classique, puisque c'est au niveau du réemploi ce qui nous arrive dessus. La défense du modèle, c'est une défense parce qu'il y a danger. Il y a danger assez immédiat, c'est maintenant. Puisqu'on a un certain nombre d'acteurs, pas citer quelques-uns, je ne sais pas sponsorisé par Decathlon, Boulanger, etc. Mais des gros acteurs comme ça qui arrivent avec une volonté, partant d'un constat que les matières premières, ça commence à être un peu juste. On a quand même une prise de conscience lente, hein, mais une prise de conscience du public. Et donc ces acteurs qui voient bien que la vente de neuf, quand même, les flux d'objets restent importants, ça commence quand même à force un peu à ralentir. La croissance ne serait pas infinie, première nouvelle. Et donc on voit bien que ces acteurs ils se posent la question, mais en fait comment est-ce qu'on fait pour continuer à croître? Si on ne peut pas augmenter la production, qui est déjà un seuil critique, comment est-ce qu'on fait pour continuer? Et donc le conseil qui est fait de leur côté, on avait discuté au moment justement de créer l'Union pour le réemploi solidaire, c'est qu'on voit bien qu'il y a un positionnement pour aller essayer de servir un peu, pas tous, hein, mais quand même souvent, se servir de ce levier du réemploi qui est un peu tendance pour en fait arriver à continuer à écouler un peu les stocks. Et donc ça va se faire, par exemple, vous allez avoir des bons d'achat, donc vous ramenez un vélo, on vous donne un bon d'achat, bah, comme ça en fait vous rachetez dans la foulée. Le stand de réemploi il va être au sein de boulanger, donc en fait quand vous arrivez, vous redonnez la machine à laver, hop, vous en rachetez une autre. Donc c'est le danger, tout ça. Bon, on a ce constat-là, mais comment est-ce que nous ça nous impacte? Parce que limite ça ne nous impactait pas, donc pourquoi pas. Nous ça nous impacte directement les structures du réemploi, parce qu'en fait c'est des flux qui vont plus dans nos structures. C'est-à-dire que quand vous avez un Emmaüs qui va récupérer tous les vêtements, Emmaüs ne fait pas de l'argent sur les vêtements absolument troués. Ils vont faire un peu d'argent sur ce qui a encore un peu de valeur. Et le problème, c'est que on a tous ces grosses boîtes qui font de l'écrémage, on appelle, qui vont venir vraiment prendre le peu des tonnes et des tonnes qui a de la valeur, le retirer pour aller le revendre. Et en fait, les structures, du coup, ont des matériaux de qualité encore moindres. Parallèlement à ça, on a aussi des nouveaux modes de consommation au niveau des citoyens, puisque vous connaissez tous Vinted, Le Bon Coin. En fait, de plus en plus, les gens ont tendance, en fait, plutôt qu'à les donner, en fait, garder le t-shirt, la table qui avait un peu de valeur, à la remettre en vente. Et c'est encore et encore des objets qui ne tombent plus dans les structures. Et le problème, c'est que toutes ces structures-là, elles font le modèle économique tient aussi, parce qu'il y a un peu des objets de valeur. À partir du moment où en fait, vous ne laissez que les objets qui valent rien, bah, c'est un peu dur de faire tourner la boîte. Et donc, partant de ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait essayer de faire quelque chose, mais que indépendamment, chaque réseau dans son coin, c'était un peu compliqué, parce que vous en doutez, au niveau aussi des institutions publiques, bah, on n'est pas forcément toujours accueillis parfaitement. On nous renvoie souvent cette question, mais est-ce que vous êtes capable en fait de faire de la masse? Est-ce que, j'imagine qu'on vous le fait souvent hein, sur le bureau, oui d'accord, vous êtes sympa, mais est-ce que vous êtes capable de nous produire X tonnes? Et ça, on nous le fait souvent, et on a tendance nous à renvoyer face plutôt ce modèle qui serait des gros entrepôts, Amazon et compagnie, promouvoir plutôt un format un peu plus archipélique. Les structures qui sont partout, je pense que les chantiers, les réseaux de Toucagne, vous en êtes la preuve, hein, les jardins, vous êtes absolument partout, il y en a en Outre-mer, il y en a, vous maillez tout le territoire, et je crois que l'une des forces de l'IAE, c'est aussi ce maillage-là. Et donc on s'est dit qu'il fallait, avec les 5 réseaux, se mettre ensemble pour avoir plus de poids, pour essayer de peser dans ces échanges. Et donc, on devrait lancer, alors on a beaucoup de mal à bloquer avec l'Assemblée nationale une journée de lancement, mais on devrait y arriver au bout d'un moment, pour lancer l'Union pour le réemploi solidaire janvier-février, autour de 8 principes clés. Ça fait beaucoup de principes, mais bon, comme on était ici, c'est qu'on a coopéré au sens de Christian du terme, enfin, trouver les objectifs communs, on a atterri sur 8 principes clés.
qui était donc la sensibilisation à la sobriété, l'allongement de la durée de vie des objets, la solidarité, la non-lucrativité. Peut-être pas dit exactement comme ça, parce que je sais que légalement ça peut être un peu compliqué, mais vous avez l'idée. Le circuit court, la gouvernance partagée, le maillage territorial, et le dernier qui est un petit peu long, qui est la coopération de structures à taille humaine attachée à la qualité du travail. Ça fait beaucoup de principes, mais bon, il vaut mieux en avoir trop que pas assez à la limite. Et je dirais que les principaux objectifs, bon, j'en ai déjà parlé, c'est plaidoyer la communication déjà vis-à-vis du grand public, parce qu'on voit bien qu'il va falloir arriver à changer assez rapidement la pensée majoritaire qui tend effectivement à tout marchander, puisque c'est bien l'objectif, arriver à remettre un peu du sens, on a assez largement parlé du sens, hein, mais dans le geste du don, dans le geste d'aller dans les structures, faire du bénévolat, etc. Et enfin, bon, vous l'aurez un peu compris, là aussi les objectifs, c'est arriver aussi à clarifier pas l'opposition, mais la divergence de point de vue et d'approche, pour être un peu sympa, qu'on peut avoir avec le modèle grosse boîte, capitaliste, lucratif, etc., etc., pour arriver en fait à réexpliquer, parce que le problème c'est qu'en face il y a des moyens, il y a de la com, il y a du greenwashing, et donc aujourd'hui c'est compliqué d'aller expliquer à quelqu'un qui va acheter sur Black Market pourquoi en fait c'est pas très bien, quelqu'un qui va aller sur Vinted, pourquoi c'est pas très bien, c'est assez ancré. Mais il faut arriver à le réexpliquer pour remontrer que voilà, en fait l'intérêt c'est pour nos structures, et les structures elles font du social, elles font de l'accompagnement, elles redynamisent les territoires. Je vais pas refaire les 5 ateliers pour lesquels on a déjà rapporté ce matin. Donc il y a un certain nombre d'enjeux sur ce point-là. Et je dirais un dernier pour pas être trop long avant qu'on dise qu'il faut passer à quelqu'un d'autre, c'est Dominique après. Le dernier sujet qui est peut-être plus côté Coras, même si je pense que c'est partagé aussi par l'Union et grosso modo par le collectif IAE, c'est la nécessité de sortir un peu du carcan parfois étroit du ministère du Travail et être capable, mais comme vous le faites vous, pour en avoir discuté avec un certain nombre d'entre vous hier, vous êtes capable d'aller voir le ministère de la Transition, le ministère des Solidarités, et je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ça aussi. En regardant Cocagne, être capable d'aller vers plus d'acteurs et d'aller chercher des fonds aussi un peu partout, en expliquant, réexpliquant que en fait on est des acteurs au carrefour d'à peu près un grand nombre de défis de demain, et il faut le valoriser, il faut le communiquer. On l'a dit, redit, mais je le redis. Donc voilà un peu l'apport, la petite perspective que je pouvais un peu vous donner qui peut se passer sur le secteur du réemploi, pour voilà, peut-être vous donner des idées ou des avertissements, je ne sais pas, sur ce qui pourrait arriver aussi du côté plutôt maraîchage. Merci.